Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, au congrès du bâtiment durable, congrès national du bâtiment durable. Avec mes deux invités, nous allons parler du réseau Plan Bâtiment Durable, des gens qui organisent ce congrès par exemple, mais qui font des tas d'autres choses. Pour en parler avec moi, Véronique Pape. Véronique, bonjour. Bonjour. Véronique, vous vous occupez de Ecopolis. Qu'est-ce que c'est Ecopolis ? Ecopolis, c'est l'association francilienne qui s'adresse à tous les professionnels du bâtiment et de l'aménagement pour les aider à progresser, à changer leurs pratiques, pour adopter des pratiques plus durables. Et donc le réseau bâtiment durable, c'est un ensemble d'associations. Nous, on est les franciliens de la bande. Vous êtes les franciliens. À côté de vous, vous venez de la région PACA. C'est Frédéric Corset, c'est ça ? C'est ça. Et vous, c'est Envirobad BDM PACA. C'est ça, Envirobad BDM. C'est ça, et donc c'est l'association similaire à Ecopolis, mais en région sud, donc à Marseille, Grasse et Embrun. Le réseau bâtiment durable, qu'est-ce que c'est ? Alors le réseau bâtiment durable, c'est une association, c'est pas une association, c'est plutôt un collectif de 24 associations régionales. Donc on n'a pas d'existence propre en termes juridiques, mais par contre on est un réseau très soudé, nous nous rencontrons régulièrement et nos métiers, chacun dans nos régions, c'est d'être la courroie de transmission entre les politiques publiques d'un côté et puis tous les professionnels qui sont au plus près du terrain, et notre objectif c'est d'aider les professionnels à changer de pratique, à accélérer la transition écologique en adoptant de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire. Parce que le cœur du sujet, c'est la transition écologique. Exactement, le cœur du jeu, c'est les questions d'écologie, donc que nos bâtiments à la fois soient dans des logiques d'atténuation du changement climatique, donc en termes d'énergie, de carbone, mais aussi maintenant en termes d'adaptation au changement climatique, donc qu'ils puissent subir les changements climatiques qu'on aura, enfin qu'on a déjà d'ailleurs, mais qu'on aura et qui vont s'accentuer dans les années à venir. Et peut-être pour ajouter un mot aussi sur ce que disait Véronique sur le réseau bâtiment durable, c'est aussi surtout des centres de ressources, c'est-à-dire pour les professionnels, c'est là qu'ils vont chercher la connaissance de ce qui marche et ce qui ne marche pas. On pratique beaucoup de retours d'expérience sur le bâtiment parce que aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on a des solutions. Il y en a qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, d'autres qui marchent dans certaines conditions. Donc, on a besoin d'avoir cet aspect rétroactif sur ce qui est produit dans le bâtiment depuis 25 ans sur les questions d'écologie. Oui. Et chacun dans nos régions, en fait, nous organisons des visites de chantiers, d'opérations exemplaires. Nous organisons des conférences, des webinaires. Nous mettons en relation les professionnels entre eux, parce qu'il y a aussi un point très important qui est de développer son réseau, et puis de trouver peut-être de nouveaux partenaires avec lesquels on va pouvoir monter de nos futurs projets. Donc il y a cet aspect échange, partage d'expérience dont parlait Frédéric, et puis vraiment la mise en réseau qui est quelque chose d'essentiel. Et ça ne peut pas se faire au niveau national, ça ne peut se faire que par des acteurs qui sont implantés localement, qui travaillent avec les services de l'État déconcentrés dans cette région, qui travaillent avec les collectivités locales et puis avec les représentants des fédérations, des filières, etc. Donc à chaque fois au niveau régional ou au niveau local. Et c'est aussi un lieu finalement où il y a beaucoup d'acteurs dans le bâtiment, parce qu'on parle souvent... il y a le bureau d'études, il y a l'architecte, mais il y a pléthore d'acteurs, c'est-à-dire il y a des bureaux de contrôle, des SPS, il y a des programmistes, des AMO, des maîtres d'ouvrage bien évidemment, les entreprises de réalisation, il y a les mainteneurs, il y a les usagers, et donc c'est un lieu aussi où ces gens-là se rencontrent et parlent entre eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où en fait tous les acteurs se rencontrent. Voilà, donc c'est important de faire parler tout le monde, enfin pas tout le monde ensemble parce qu'il faut s'écouter, mais c'est important de boucler l'ensemble du réseau local. Vous représentez tous les deux grandes régions. En termes de moyens, ça représente quoi par exemple pour Ecopolis et ensuite pour vous ? Alors en termes de salariés, on est une vingtaine de salariés et on a un budget annuel d'à peu près 2 millions d'euros avec une partie qui provient de subventions publiques, notamment de l'ADEME, des services de l'État et puis des collectivités locales, de l'Agence régionale de santé, etc. Et puis l'autre partie qui vient soit des cotisations de nos adhérents, puisqu'évidemment on regroupe nous 250 adhérents, mais aussi de la vente de formation, puisqu'on organise de formation comme un certain nombre de nos collègues des autres régions. Et on est également porteur de la démarche Bâtiment durable francilien et Quartier durable francilien, qui est une démarche d'accompagnement et d'évaluation de projets. Et donc là, ça génère également des revenus pour notre association. Et surtout, c'est pour nous un moyen d'action très concret
pour aider des maîtres d'ouvrage engagés à produire des projets, des bâtiments neufs ou rénovés qui soient de très grande qualité environnementale. De votre côté, pour avoir aussi un exemple, autre exemple. C'est un exemple tout à fait similaire parce qu'on est aussi 20 et on a aussi un budget d'euros de 2 millions d'euros. Mais quand même, pour parler de l'ensemble du territoire, les centres de ressources, c'est très inégal. Il y en a qui sont plutôt plus petits, qui sont 6 ou 7 personnes. Et puis, l'un des plus gros centres de ressources, on y est ici, c'est en région Hauts-de-France, avec une trentaine de personnes, où là, c'est le plus gros centre de ressources en France. Donc et quelques centres de ressources aussi dans les territoires ultramarins, il ne faut pas oublier. Hein. À La Réunion, il y en a un qui est en train de se constituer. Il y en a aussi dans tous les Antilles, tout à fait. Donc voilà. Donc, tous les territoires français, on va dire métropole et outre-mer, sont concernés. Et il y a des réseaux de ressources partout aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui ont eu des soucis de financement. Est-ce que ce n'est pas compliqué aujourd'hui avec les finances publiques qui sont un peu en difficulté? On va dire que c'est pas facile, mais que pour l'instant on s'en sort encore. Voilà, mais effectivement, on a quelques collègues qui ont vu leurs subventions, notamment des régions, être drastiquement supprimées. Je crois que tu peux en parler. Oui, c'est le cas en région sud où nos financements régionaux ont été supprimés à la faveur de la rigueur budgétaire, où finalement les régions estiment que c'est pas leur mission essentielle, le bâtiment. Mais on est là encore, les centres de ressources trouvent des solutions, hein, et on sont très inégales. Nous, en tout cas, en région sud, on est financé entre les finances publiques, l'argent public, ça représente 45% de notre budget. Donc, en tout cas, nous, on est de moins en moins fragile par rapport à ça. Mais on reste, et c'est quand même nos missions, quelque part, de donner de la connaissance au territoire. C'est des missions publiques, finalement, parce que s'il n'y a pas d'argent public derrière, le bureau d'études, il ne va pas donner son savoir-faire comme ça, gratuitement, quoi. Alors vous en avez déjà évoqué certaines actions que vous menez. Quelles sont les autres actions que vous menez au sein des centres de ressources, en dehors des REX et peut-être de la mise en relation? Alors déjà, il y a l'organisation de ce congrès qui, cette année, a été organisé par le CD2U, donc nos collègues des Hauts-de-France. Et donc c'est pour ça qu'on est tous à Lille aujourd'hui. Moi, je peux citer par exemple quelque chose qu'on organise en région Île-de-France depuis maintenant 4 ans, qui est une journée sur l'économie circulaire. La nôtre aura lieu le 16 septembre prochain. Et donc, c'est une journée où on rassemble 300 personnes autour des sujets de l'économie circulaire, avec cette année un focus sur l'urbanisme circulaire. Comment est-ce qu'on pense économie circulaire aussi à l'échelle urbaine, et aussi un atelier sur comment est-ce qu'on peut réemployer du béton. Puisque quand le béton est déjà là, autant faire quelque chose. De votre côté? Alors on organise aussi des événements, alors un peu moins gros que celui-ci, hein, parce que c'est quand même 4000 personnes, c'est pas rien à organiser. Nous, on organise aussi des colloques, genre un colloque sur la réhabilitation, puisqu'on le dit beaucoup ici dans ces 2 jours, c'est quand même le marché de demain, hein, c'est le marché déjà d'aujourd'hui, mais voilà, c'est le BTP, aujourd'hui c'est 66% dans l'ancien. Donc on a un colloque spécifique là-dessus qui rassemble beaucoup. Il y a un deuxième colloque qui est très en lien finalement avec notre sujet du jour, sur le confort d'été, parce que les canicules, ça s'appelle Bâti Frais, ça rassemble la région Auvergne-Rhône-Alpes avec VAD, la région Occitanie avec Envirobat Occitanie et la région PACA avec Envirobat VDM. Et c'est un colloque qui tient cette année à Lyon le 19 septembre, et donc qui parle de ces sujets de confort d'été qui sont primordiaux, parce que les consommations d'énergie, demain, en tout cas à Marseille, c'est déjà le cas, elles sont prioritairement l'été. Les appels de puissance des éléments de chauffe, aujourd'hui, sont les géothermies, c'est l'été, quoi. Sur ce sujet? Oui, moi je voulais compléter aussi en disant qu'un certain nombre d'associations du réseau, à peu près la moitié, organisent ensemble tous les 2 ans un festival, un concours plutôt de bâtiments exemplaires qui s'appelle le OFF, pour Oser faire frugal, où donc on fait un appel à candidature dans toutes nos régions, et donc les projets qui sont analysés par des représentants de toutes nos assos, et une sélection est faite et donne lieu à des manifestations dans chacune des régions partenaires. Et donc ça permet de mettre en avant des projets qui sont vraiment très sobres, à la fois en matière, en système, et donc c'est une façon aussi de promouvoir une architecture différente. Le sujet, alors c'est une manière de s'adapter, et le sujet ici c'est l'adaptation. Comment vous le travaillez, ce sujet de l'adaptation?
Tous, Quand je dis adaptation. ouais, tous dans nos régions, on relaie des informations de Santé publique France, par exemple, qui expliquent à quel point l'évolution du climat et notamment les vagues de chaleur peuvent générer tout simplement, c'est ce que disait la ministre ce matin, la chaleur tue. Et donc 7000 morts supplémentaires rien qu'en 2022 à cause des vagues de chaleur. Donc ça, c'est des informations qu'on diffuse auprès des professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Et puis on organise des visites pour montrer des projets qui sont conçus pour bien résister aux vagues de chaleur et donc qui protègent les personnes qui vivent dedans. Nous, nos bâtiments accompagnés en démarche BDF, et c'est le cas dans les autres régions qui ont aussi des démarches bâtiments durables, on a aussi tout un tas de projets qu'on peut mettre en avant et qu'on partage via nos REX. Et puis, mais nous, on organise par exemple une formation qui s'appelle Rafraîchir les villes, et donc qui permet à des maîtres d'ouvrage ou à des maîtres d'œuvre de s'imprégner de ces enjeux-là pour les intégrer dans leurs futurs projets. Donc il y a des moyens d'action qui sont vraiment multiples, que ce soit via des conférences, des prises de parole, des formations, de l'accompagnement de projets, des visites. Il y a vraiment un panel d'actions qui sont très variées et qui sont utilisées un petit peu par tout le monde dans les différentes régions. De votre côté ? Nous, on a aussi ce genre d'action, de formation, d'événements. Je compléterai peut-être dans un qu'on pratique aussi des retours d'expérience, notamment sur la tempête Alex qui a frappé la région sud il y a quelques années. On est allé revoir après comment les territoires se comportaient, comment ils s'étaient adaptés. Et l'un des grands enseignements, c'est qu'on ne peut pas tout attendre des pouvoirs publics. Il faut aussi de l'initiative citoyenne pour que ces territoires entrent en résilience par rapport à l'adaptation au changement climatique. Notamment par rapport à cette tempête. Vous avez un exemple à nous donner, par exemple, d'initiatives privées ? Alors, en fait, tout simplement, près de Montsartou, par exemple, il y a eu des initiatives publiques où, en fait, effectivement, il a fallu acheter des terrains, détruire, renaturer les lits de rivière pour lui donner aussi des lieux d'expansion de la rivière en cas de crue. Mais par exemple, il y a eu des territoires où, en fait, c'est carrément l'initiative citoyenne qui s'est emparée des terrains, qui les a cultivés avec de l'agriculture bio, avec des collectifs. Et du coup, le terrain, évidemment, il était public, mais par contre, c'est le collectif qui l'a renaturé, qui l'entretient, voilà. Donc ça, c'est un des exemples, par exemple, où ça peut être aussi des initiatives privées, notamment autour de la fondation Hoffmann en Camargue, qui va être soumise à une montée des eaux, où là, effectivement, il y a des initiatives d'entretien des digues, de conservation de la biodiversité, d'entretien des rizières, etc., autour de cette fondation qui est une initiative privée qui est liée à Maya Hoffmann. Voilà. Tous concernés, en fait. Exactement. On a vu les initiatives que vous faites chacun chez vous, on va dire en Ile-de-France et dans la région PACA. Toutes ces initiatives dont on vient de parler, c'est valable pour l'ensemble des membres du réseau. Oui, tout à fait. Chacun agit avec ses moyens et puis en fonction aussi de son écosystème local. On ne fait pas exactement tous la même chose, bien sûr. Mais par contre, on se retrouve régulièrement en séminaire ou dans les congrès, comme le Congrès national du bâtiment durable que nous vivons aujourd'hui et demain. Et c'est vrai qu'on partage tous les mêmes sujets de préoccupation. Donc on travaille sur les sujets de l'énergie, du carbone, des matériaux, mais aussi de l'eau, du confort et de la santé, de la mobilité, etc. Donc on est vraiment sur tout un tas de problématiques. Des questions qui vont bien au-delà du bâtiment, finalement. Bien au-delà du bâtiment. On est à peu près tous sur les échelles et du bâtiment et de l'aménagement. Et clairement, l'adaptation, c'est un des sujets qui monte depuis déjà quelques années chez nous. Et c'est vrai que les collectivités publiques et les collectivités locales sont souvent très démunies face à ça, parce que sur le confort d'été, on sait un petit peu ce qu'on doit faire, c'est très bâtimentaire, mais sur les autres sujets, c'est pas si simple que ça. Et nos centres de ressources sont aussi des lieux d'accompagnement des collectivités. Ils nous sollicitent très très régulièrement pour leur donner de l'expertise, les diriger, diriger leur réflexion. Donc ça, c'est aussi une de nos missions, et en particulier sur l'adaptation. Alors pour terminer, vous avez aussi un rapport d'activité. Tout à fait. Rapport d'activité, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? En fait, c'est un rapport qui d'abord donne une cartographie. Vous le connaissez par cœur, bien sûr. Qui donne une cartographie de où est-ce qu'on est situé, de quelles sont les différentes associations qui sont dans les différentes régions. Donc chaque professionnel peut identifier l'association qui va être sur son territoire. Et puis ça donne quelques exemples des actions qu'on a pu mettre en place les uns ou les autres au cours de l'année passée. Où peut-on se le procurer ?
En fait, il y a un site du réseau bâtiment durable, tout simplement. Et puis il y a un stand au salon. Et il y a un stand sur le salon. Merci. Bah, écoutez, Voilà. vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste dire aussi que sur le site du réseau bâtiment durable, il y a aussi une actualité à intérêt national qui peut être proposée par les uns ou les autres dans nos différentes régions. Alors on relaie que des grosses opérations comme par exemple Bâtifrais, mais en tout cas c'est aussi une source d'information. Voilà. Voilà. Et moi qui vais de temps en temps sur le site d'Ecopolis, on y trouve des revues de presse, enfin, on y trouve des choses très intéressantes. J'imagine que c'est pareil chez vous. Et la revue de presse du bâtiment durable, c'est aussi quelque chose qui est fait par plusieurs associations du réseau et qui est là aussi disponible sur le site du réseau. Eh bien, écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler donc, du réseau, hein, du réseau, on l'appelle le réseau bâtiment durable. Le réseau bâtiment durable, c'est ça. Voilà. Et nous sommes ici au congrès national bâtiment durable organisé par le réseau et la région de France. Et donc le CD2E, Le qui est notre CD2E. Association régionale des Hauts-de-France. Et financé aussi par l'ADEME, qu'on a oublié de citer, Oui. mais qui est aussi un des porteurs de nos associations. Voilà, et un grand partenaire. Tout à fait. Merci à vous. Un petit temps d'échange comme tous ceux que nous organisons ici à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires, le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci. Merci.